de la civilisation européenne. Chers amis de Radio Courtoisie, c'est un réel plaisir de se retrouver dans ce studio de notre chère radio. Nous allons être ensemble jusqu'à 21h. Vers 20h40, nous aurons donc la seconde partie d'émission où nous allons faire une analyse et un commentaire des résultats des élections européennes. Ça bouge, il y a une réelle dynamique qui est enclenchée et nous allons tout spécifiquement nous intéresser aux pays hors de la France, donc partout en Europe, avec notre invité Thomas Ferrier qui nous rejoindra en visio. Sont avec moi Raphaël Emma pour sa chronique politique, sa perspective identitaire, Gabriel Fouquet pour la chronique politique. Merci Gabriel d'être là. Pierre Leprince qui nous a concocté deux pauses musicales comme à son habitude. Et je souhaitais donc traiter le thème de cette émission, le recours à la tradition. Et je vous propose cette petite sentence du poète Hölderlin: les peuples somnolaient, mais le destin prit soin qu'ils ne s'endormissent point. Alors c'est une très très belle sentence, nous y reviendrons au moment où nous allons définir la tradition. Alors la modernité, son avatar, l'hypermodernité, que l'on caractérise volontiers par l'absence de limites et la démesure technicienne, nous apparaît aujourd'hui avant tout comme le monde de la raison calculante, dans lequel l'intérêt, le marché et l'individu s'imposent comme l'horizon exclusif de l'existence. Il domine tout, colonise tout, au premier chef notre imaginaire et notre spiritualité. Le cosmos de l'ancien monde, dans lequel toute chose prenait sa juste place, a vu naître et croître en son sein des tendances et des aspirations nouvelles qui, en quête d'ordre et de puissance, en ont obscurci l'évidence. Cette modernité elle-même est désormais entrée en décadence, et les certitudes des modernes ont laissé place à l'égarement et à l'intranquillité. C'est dans ce contexte que la pensée traditionnelle, la philosophia perennis, qui cherche à déceler l'ordonnancement caché du monde et porte en elle la promesse du retour aux origines, finalement c'est le principe de la révolution conservatrice, se propose comme un recours théorique et idéologique pour penser notre temps. Alors sans nous aventurer sur les chemins un petit peu ésotériques d'une tradition que d'aucuns ont qualifiée de primordiale, nous nous attacherons à comprendre les grands conflits de valeurs qui sous-tendent des affrontements autour des enjeux de la modernité, qui, au moins depuis les révolutions platoniciennes et chrétiennes, confrontent les Européens à leur propre devenir. Alors pour cette discussion, qui est une quête philosophique, une discussion philosophique, nous recevrons deux invités. Arnaud Guyot-Janin, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent très bien, c'est un habitué de la maison. Et je suis ravi de vous avoir avec nous, Arnaud. Bonsoir Romain. Et en visioconférence, Olivier Battistini. Est-ce que vous nous entendez bien, Olivier ? Je vous entends. Très bien, merci d'être avec nous. Alors je vais vous présenter, Olivier, vous êtes Battistini, maître de conférences émérite en histoire grecque. Vous venez de publier aux éditions Ellipse, ça vient tout juste de sortir, Platon, le philosophe roi, utilement préfacé par Michel Maffezoli, et qui nous rappelle comment Platon, le plus radical penseur antidémocratique, a été le philosophe du recours à la mémoire et à la tradition, permettant cet enracinement dynamique, condition sine qua non pour que les peuples se projettent dans leur avenir. Arnaud Guyot-Janin, et ça va être le socle de notre discussion, a publié donc aux éditions de la Nouvelle Librairie, que nous saluons, La tradition sans complexe, abécédaire et texte de l'anti-modernité. Vous êtes journaliste à l'antenne de Radio Courtoisie, on l'a dit, dans d'autres médias, Boulevard Voltaire, dans Éléments. Plus dans Boulevard Voltaire, mais dans Politique Magazine, dans Éléments et dans d'autres revues comme Livre Arbitre, etc., etc. Et vous creusez un sillon qui vous est bien singulier, c'est d'éviter finalement que cette droite hors les murs, auquel nous appartenons avec Radio Courtoisie, tombe dans des chemins de traverse ou soit contaminée par cet esprit libéral libertaire, on va le caractériser comme ça, ouais. Et puis aussi une certaine américanisation du monde. On va en parler au moment où on va confronter cette modernité à cette tradition. Alors je pense que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, il est quand même bien de définir les mots sur lesquels nous allons justement discourir. Quand on parle de tradition, quelle est la différence avec les traditions, notamment? Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout.
Alors, tradition revient à étymologiquement à tradere, transmission. Il y a plusieurs transmissions, transmission spirituelle, transmission ethnique, culturelle, familiale, culturelle et humaine. Enfin, on a de nombreuses transmissions qui permettent à l'homme d'être relié à sa communauté, à son histoire, à son être propre, à sa spécificité d'être dans l'histoire. Ce que j'essaie de faire dans cet ouvrage, c'est de réconcilier la tradition et les traditions. C'est-à-dire la tradition spirituelle catholique pour ce qui me concerne, qui n'a pas perdu de sa vigueur païenne et qui a pu reprendre les éléments cosmiques, les éléments qui étaient païens et qui n'ont pas été éradiqués par l'Église catholique. Je pense à la liturgie des saints et à beaucoup d'autres des temples qui ont été aménagés et resanctifiés par le christianisme. Le culte marial aussi. Le culte marial et d'autres. Et les traditions sur le plan populaire, enraciné, culturel, etc. Finalement, de la terre au ciel, l'homme européen et l'homme tout court se réenracinent dans ces communautés d'appartenance, à la fois célestes et terrestres, cosmiquement, culturellement, humainement, contre cette modernité et cette hypermodernité techno-marchande qui est en train d'araser les cultures enracinées, qui est en train d'éradiquer le monde de la diversité et de la polyphonie du monde, et qui fait qu'aujourd'hui, on a une société où l'on a tous un prix, à savoir ce qu'on doit acheter, mais on n'a plus de valeur. Tout a un prix, mais plus rien n'a de valeur. Il faut peut-être considérer que cette société matérialiste, uniformisante, qui prêche la rationalité instrumentale, la maîtrise de la technique et cette raison calculante dont vous parliez tout à l'heure, sont probablement les aspects les plus mortifères, les aspects les plus stériles, les plus incapacitants, les plus aliénants pour celui qui veut justement avoir une existence équilibrée, structurée, une alliance qui soit véritablement encore en correspondance avec la vie humaine et la vie spirituelle, qui en est la corrélation, si on peut dire. Vous nous parlez finalement de deux mondes qui sont opposés dans leur essence. Ce qui m'intéresse, c'est en 2024, dans l'Europe contemporaine et la France contemporaine, en quoi cette tradition pourrait être un recours. Comment les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent-ils comprendre que ce n'est pas un retour à une situation passée, mais plutôt un recours, puisque c'est votre thèse finalement? Alors, il y a d'abord la question de la foi qui se pose. On a la foi ou on ne l'a pas. On a aussi une religiosité ou une vision qui peut paraître spirituelle et qui peut donc être comparée à la civilisation moderne. Et il me semble qu'il y a véritablement une opposition métaphysique, historique et ontologique entre d'un côté le monde de la tradition tel que je l'ai défini jusqu'à présent, c'est-à-dire un monde enraciné spirituellement, culturellement, ethniquement, humainement, et la modernité qui en est exactement l'inverse. Hors sol. Parce que il est abstrait, il est uniformisant, il est standardisé, et il ne permet pas à l'homme précisément d'exister en tant qu'homme et d'exister en tant que plus qu'homme, et d'être le médiateur entre la terre et le ciel. Si on voit les deux types de civilisation type de la tradition et de la modernité, qui sont, à mon avis, de l'ordre vraiment d'une opposition que j'oserais qualifier même de satanique, au sens où il y a aujourd'hui une parodie et il y a une contrefaçon de cette modernité qui essaye de propager avec des oripeaux de tradition. On le voit bien dans les grands textes sacrés autrefois quand on parlait de la Genèse, de l'abondance, de la liberté. C'est dans les grands textes sacrés qu'on les retrouvait. Oui. Aujourd'hui, on trouve exactement les mêmes termes, mais dans des affiches publicitaires, à la télévision, etc. Il y a donc une falsification de l'usage de certains mots qui sont récupérés par la modernité et dont l'usage classique, si j'ose dire, était traditionnel. Travesti. Voilà. Alors, je me tourne vers Olivier Battistini. Les Grecs, que vous connaissez bien, ils envisageaient la tradition ou finalement, ils n'y pensaient même pas la vivant, d'une certaine façon. J'avoue que cela, je ne sais pas. Hélas, j'aurais aimé disposer d'une machine à voyager dans le temps. Mais vous savez, seuls les génies, seuls les inventeurs peuvent
emprunté. Platon, qui est insaisissable, et j'en suis fort aise, est à la fois l'héritier et l'inventeur d'un monde nouveau. C'est un passant considérable. Il est l'héritier de Pythagore, il est l'héritier d'Héraclite, de la même manière que Thucydide l'est également, et ils sont capables de ce fait, puisqu'ils transmettent, comme l'a dit excellemment Arnaud Guyot-Janin, et je tiens d'ailleurs, si vous me permettez cette petite parenthèse, à dire qu'il m'arrive la nuit, car je ne dors jamais selon la légende, d'écouter, comment dirais-je, la gravitation silencieuse des livres et de tomber, hasard objectif, sur des livres qui correspondent, selon les théories de Swedenborg, à la situation du moment. Et quand, très cher Romain Petitjean, vous m'avez envoyé le livre sur la tradition sans complexe, abécédaire et texte de l'antimodernité, j'aime ce titre, j'ai été particulièrement heureux car il correspondait à un moment qui était mien aussi, puisque je viens de terminer ou de commencer à terminer un petit dictionnaire portatif pour lire les classiques ou abécédaire antimoderne de l'extrême contemporain, et vous imaginez ma surprise quand vous avez la grâce de m'inviter pour parler de la tradition, et je vais reprendre mes propos dans quelques instants. Les grands esprits se rencontrent. Et voilà, c'est une sorte de hasard objectif, comme le disait Breton, et ce livre, curieusement, tourne autour de concepts qui ont été l'objet d'une joyeuse conversation, et je suis sûr que Arnaud Guyot-Janin connaît ce terme, dans ce que les Grecs appelaient la philia. Oui, qui est bien sûr. À la joie de la conversation entre des êtres qui possèdent, et vous avez eu l'excellente idée avec Romain de proposer une définition, comme le faisait Socrate dans les rues d'Athènes il y a quelque temps. Et comment dirais-je, ça y est, j'ai reperdu mon fil, mais j'évoquais, si vous voulez, l'idée d'une rencontre et de la possibilité de concevoir des paysages en arrière-plan des mots. Et j'ai feuilleté ce livre, et en le feuilletant, j'avais envie d'une conversation. Et vous voyez, je parlais de correspondance, en voici une autre. Elle est en cours, par contre c'est un format radio, donc là, il faut y aller là. C'est vrai. Donc, Platon est tout à fait l'héritier d'une haute et splendide tradition, et c'est bien sûr le moyen de dire quelque chose qui est de l'ordre de l'éternel. Mircea Eliade évoquait le mythe de l'éternel retour. Moi, je n'ai pas la nostalgie du passé, j'aurais plutôt la nostalgie de ce qui aurait pu être. C'est Achille face à l'Odyssée, face à Ulysse dans l'Odyssée, qui lui a la maladie du retour. Et donc, j'ai presque l'impression, et je vous laisse tout de suite la parole, mais j'avais envie d'évoquer quelques mots de l'abécédaire. Nous allons les voir après la première pause musicale. Avant, j'avais bien envie de comprendre l'articulation entre modernité et tradition. Et comment un moderne, finalement, qui vit dans la société moderne, peut avoir une pensée traditionnelle ou approcher la tradition. Vous avez évoqué la foi, et bon, finalement, il n'y a pas énormément de discussions à avoir dessus. D'autres parlent d'archaïsme, ou, comme dit Offaï, d'archéofuturisme, c'est-à-dire on gratterait cette couche de la modernité pour retrouver des archaïsmes qui finalement sont en nous, mais nous ne savons plus jouer cette petite musique. On en fait jouer une autre parce que le chef d'orchestre est celui de la marchandise. Alors deux choses. En ce qui concerne la modernité, il est évident que lorsqu'on fait une critique très radicale de la modernité, on se pose d'abord évidemment en tant qu'être moderne. On parle depuis la modernité tout en critiquant la modernité. Mais pourquoi ? Parce que la modernité, ça n'est pas simplement une temporalité T, c'est un mode d'action, de réflexion, de spiritualité, etc., qui nous emmène à la sécularisation
à la laïcisation du christianisme, à la Renaissance où il y a eu un processus de désacralisation du monde, et ça n'est donc pas simplement un tenté, c'est issu d'une tradition elle-même qui est la tradition de cette modernité. Cette sécularisation, laïcisation, dans la critique nietzschéenne du christianisme, il dit qu'elle est dans les fondements même du christianisme, qui, en séparant Dieu des créatures et en faisant de la nature quelque chose à posséder, a créé ces conditions de la modernité. Alors, c'est justement le deuxième point sur lequel je veux intervenir. Il y a la question de la foi qui est subjective, il y a la question des différentes, si j'ose dire, néologismes ou constructions un peu hybrides qu'on peut utiliser pour essayer de définir une vision du monde. Moi, il me semble beaucoup plus simple, dans le cadre du catholicisme, et c'est ce qu'oublient beaucoup de gens qui se réclament du paganisme et qui sont antichrétiens, c'est tout simplement l'incarnation. L'incarnation du Christ. S'il y a une religion qui est la religion de l'incarnation, c'est la religion chrétienne. On a toujours l'impression qu'il y a d'un côté le haut, de l'autre côté le bas, et qu'au milieu il n'y a rien. Le Christ est divino-humain, il est à la fois celui qui est le médiateur du ciel et de la terre, et tous ceux qui ont un désir de pouvoir associer la vie à l'esprit, qui veulent montrer que l'homme doit être pleinement homme comme le divin doit être pleinement divin, ont dans la figure de l'homme Dieu qui est le Christ cette incarnation emblématique, paroxystique, qui devrait a priori poser des questions à ceux qui en sont les contempteurs. Chers amis, nous nous retrouvons après une première pause musicale. Je me tourne vers Pierre Le Prince. Bonsoir chers auditeurs. Alors pour coller au thème de cette émission, quoi de mieux qu'un petit air traditionnel joué par des musiciens talentueux qui font vivre ces mélodies sur lesquelles dansaient déjà nos aïeux. Je vous propose donc d'écouter Lo Pichon Train, désolé pour la prononciation, Le Petit Train, une mazurka interprétée par le duo occitan Broto-Lopez. Bonne écoute. Ero plaffiere balè a curre de pece in cubo e mancavo un po' d'alè per carreggiare un sia mondo. Ero viejo plasube le sperava venderunda, ma la pioggia di mai rubè l'audio tira de sarundo, lo pizzutrio nella montagna se scappavo d'ussamente che ero planungagno. Pizzutrin di un altre temps per fatira tres vagons cagliolaus i estiflar i escupir com un dragó arriba la cominciat e canuvia cerro lui s'arrestavo per bifar a farena de sullupu de coluca di obitaro pizzutrin nella montagna se scappavo d'ussamente segui che ero planungato il pizzutrin di un altro tempo. Tu giù, l'ucciular della bella, luz raccontes dell'entù, un paquet amb un officer, estrupat també du su, e un puto della bella, per no canzuro, pizzutrin della montagna, se scappavo d'ussamente, segui che ero planungato, pizzutrin di novità. Ero plafiere valent a curre de pece en cumbos, mas un ser de mais antes acabet passarundo, cum un amic, un parent, lu plurerum lu munde, sulla pioggia ed in l'uber, l'avem sperat derundo, lu pizzutrin della montagna, se scappavo d'ussamente, segui che ero planungato, pizzutrin in altre terre, pizzutrin della
montagne, se escapava dolcemente, segui che l'aeroplano gagna, picciutrino in altre tese. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Argent, peuple, égalité, économie, race, aristocratie, vous balayez pas mal de mots qui sont au cœur de nos discussions, enfin en tout cas que n'importe quel théoricien, idéologue, politicien devrait s'approprier. C'est d'ailleurs un peu une des misères de notre monde, c'est qu'il ne s'intéresse plus ni au concept, ni aux mots, ni à la langue, ni aux symboles, ni aux tabous. Pourtant, c'est quand même ce qui anime le monde, c'est finalement la conception du monde, c'est la vision du monde. On l'a bien vu, c'est un combat idéologique qui se mène et qui est un combat relativement ancien. Vous l'avez finalement, modernisé d'une certaine façon en parlant du christianisme, qui est récent dans notre histoire, à l'échelle de... 2000 ans quand même. Hein. Ça commence à faire, là, hein, ça commence à faire. Voilà. Alors je voulais aborder quelques mots. Je sais que notre second invité, Olivier Battistini, a été marqué par quelques mots, quelques définitions, et c'était intéressant de faire le pont, parce que il faut dire aussi que dans cet ouvrage, vous abordez aussi des figures plutôt contemporaines, Rougemont, Thibon, Proudhon, La Rochelle, alors que Battistini connaît bien les figures antiques. Donc c'était intéressant de voir si on pouvait les faire dialoguer ce soir. Gustave Thibon, par exemple, quand on lui posait la question de savoir quel était le philosophe qu'il préférait, et Dieu sait qu'il en avait beaucoup et que c'était un homme qui était extrêmement érudit, cultivé et qui avait toujours des citations à pouvoir délivrer à son public, disait « c'est Platon ». En même temps, ça peut paraître un peu philosophique, mais qu'il était très lié à Simone Veil, la philosophe. Et l'enracinement. Voilà, l'enracinement. Et Simone Veil disait attention avec Platon et avec le platonisme, parce que c'est un peu la philosophie de l'unité, et il ne faut pas faire l'unité trop vite, au sens où l'unité pourrait nuire par exemple à la diversité. Il faut vraiment mener de front l'unité et la diversité. Moi, c'est de ce point de vue-là que je suis plus aristotélicien que platonicien, mais je demande à être encore reconnu et connu la tradition platonicienne, qui est à mon avis un vaste horizon. Alors, premier mot, c'est l'aristocratie dont je me faisais une image anti-égalitaire, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs dans les qualités morales, éthiques, les compétences, et finalement l'essence du peuple. Et le peuple se reconnaît une aristocratie qui, c'est... cet auteur anglais qui parlait de décence commune, George Orwell. Voilà, George Orwell, qui disait qu'il y avait une communion d'esprit entre les traditions populaires et une certaine aristocratie, justement, à rebours des valeurs bourgeoises qui ont sécrété, elles aussi, leur aristocratie de la fonctionnalité, leur aristocratie d'argent, d'une certaine façon, au service des intérêts qui ne sont plus les nôtres. C'est ça la différence. Mais ce qui m'a surpris, c'est que vous, en tant que chrétien, vous évoquez le fait que chaque personne peut accéder à cette aristocratie chrétienne de service. C'est-à-dire que vous rompez avec le côté anti-égalitaire qui est propre à l'aristocratie. Tout le monde ne peut pas en être. Ça paraît évident pourtant. La charité postule que chacun puisse accéder au Christ par la foi qu'il peut avoir, par l'espérance, et que une communauté aristocratique et pleinement christique qu'est l'Église est aussi une aristocratie. L'aristocratie a toujours été du côté du peuple, ce que devrait être théoriquement aussi le christianisme, et on l'a vu notamment avec le christianisme social à la fin du 19e, je pense à René de la Tour du Pin et quelques autres catholiques sociaux, et évidemment l'aristocratie traditionnelle, traditionnaliste, a toujours été du côté du peuple contre la bourgeoisie, qui a toujours trahi le peuple, la nation, la religion et les grandes valeurs ancestrales qui irriguent la civilisation européenne. Olivier Battistini, dans la philosophie grecque et dans l'être au monde grec traditionnel européen, va-t-on dire,
Comment envisage-t-on l'aristocratie ? Je vais faire. J'aime les Holzweg, les chemins qui ne mènent nulle part de Heidegger, et je vais revenir au grec par ce biais. Nietzsche aimait Napoléon parce que Napoléon avait imposé à l'Europe une vision du pouvoir, l'idée d'un pouvoir qui n'existe que parce qu'il est condamné à disparaître, et l'idée d'un rapport au peuple, le peuple en armes, qui était, comment dirais-je, en harmonie avec l'idée de la méritocratie, ce qui est au cœur même de la démocratie grecque, puisque dans l'Agora, qui figure l'image d'une cité qui se reflète dans le ciel des mathématiques, la parole, l'abstraction donc, et la chose même du politique est placée au centre, comme le butin l'était dans l'agone homérique. Et la parole est donnée à tous selon le mérite. Et cette idée de la démocratie athénienne est en harmonie avec l'autre idée, celle de l'aristocratie, que l'on trouve dans l'Iliade et que l'on trouve aux côtés des compagnons d'Alexandre, dans la quête qui a été la sienne, jusqu'aux limites absolues du monde, parce qu'il était maître de la parole, philosophe en armes et élève d'Aristote. L'aristocratie, et je me sers d'une approche qui avait été faite par Dumézil et par Denis Ollier, qui a dans le collège de sociologie, l'aristocratie est liée, comment dirais-je, au pouvoir, qui est l'attribut d'être qui le paye de leur personne. Il n'y a pas de pouvoir sans que sur son détenteur, la corne d'un taureau ne projette son ombre. C'est l'idée, si vous voulez, que celui qui possède le pouvoir, l'aristocrate, celui qui a fait le choix de la mort pour que son nom parvienne jusqu'aux lèvres des étranges habitants du futur, ce guerrier est une victime en sursis. C'est ça le propre de l'aristocratie dans l'Iliade. Il est d'une manière, comment dirais-je, dans la menace d'une permanente exécution. Et c'est l'idée d'une souveraineté qui est coexistensive à son être pour la mort. Et j'ai l'idée d'un pouvoir qui est une chose redoutable pour son détenteur comme pour celui qui le subit. Et donc, quand je lis le livre d'Arnaud Guyot-Janin et que je tombe sur des concepts comme ceci, j'ai envie d'une conversation. Parce que, il le sait peut-être, je ne sais pas, vous lui avez peut-être dit ce terrible secret, je suis païen profondément parce que j'aime l'idée du sacré chez les Athéniens, mais je suis profondément catholique de civilisation. C'est l'objet d'ailleurs d'une petite conférence que j'ai faite à l'Institut Iliade, où j'ai rencontré des êtres qui sont en harmonie avec moi, où j'avais évoqué l'Europe et l'Occident et la rencontre impossible d'Athènes et de Jérusalem, rencontre qui a eu lieu, ce qui fait que justement je me plonge avec délice dans des traditions multiples, aussi bien Monteverdi, Botticelli, que Nietzsche et Heidegger, qui sont héritiers des Grecs et d'un Platon qu'on n'arrive pas à définir. Et encore une fois, c'est une joie extrême. Et je termine, pour ne pas monopoliser la parole, cette idée même de l'aristocratie me permet de mieux comprendre le monde actuel quand j'observe sa médiocrité. Car un abécédaire, c'est absolument extraordinaire. Et à chaque instant, on peut ajouter dans la constellation des significations multiples comme cela, d'autres pistes, d'autres idées, d'autres significations, et même harmonia en grec, c'est l'opposition des contraires, et à chaque instant donc, on se rend compte, et c'est pour ça que j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, et je termine là-dessus, Maffezoli me parlait d'être post-moderne, alors que moi, dans la tradition, j'imagine que je peux rêver l'hyper et l'extrême contemporain. Arnaud Guyot-Janin. D'abord, je veux remercier M. Battistini qui a cet avantage de pouvoir converser avec moi, même si nous ne sommes pas physiquement présents, mais nous aurons peut-être l'occasion de nous rencontrer.
Parce qu'il y a évidemment des liens évidents entre ce que vous pouvez penser et ce que je peux penser entre nos deux livres et de celui que vous préparez actuellement. Pour revenir sur l'aristocratie très rapidement, à droite, on a une certaine tendance à exalter les vertus aristocratiques sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Il me semble que plutôt que de parler d'aristocratie un petit peu tout le temps, parce qu'après tout, il y a une aristocratie des gangsters, il y a une aristocratie des bourgeois, comme vous l'avez dit. C'est pas l'aristocratie traditionnelle, c'est pas l'aristocratie de Michel de Saint-Pierre, c'est pas l'aristocratie traditionnaliste. Oui, et au lieu de, et au lieu de parler de la circulation des élites, comme le faisait Vilfredo Pareto, il faudrait plutôt parler, comme Julius Evola, de régression des castes dominantes, c'est-à-dire que l'aristocratie était la deuxième fonction, le pouvoir sacerdotal était la première fonction, et le pouvoir des usuriers, des marchands ou des producteurs était la troisième fonction. Et il faut avoir une vision assez fixe, je pense, que de l'aristocratie pour savoir que c'est une aristocratie spirituelle, une aristocratie au service du peuple, et pas une aristocratie de privilèges. Tout à fait. Il faut conquérir tout cela, il faut le mériter. Dans la Gaune des Mycéniens, celui qui compte à l'armée, au combat, et celui qui compte dans le débat et dans la conversation, qu'elle soit de l'ordre de la filia ou de l'affrontement, comme avec des sophistes plus tard, eh bien, cette prise de parole doit être totalement méritée. Et l'aristocrate, c'est le pouvoir par les meilleurs et pour les meilleurs. Mais cela peut être n'importe qui au combat. C'est pour ça que Nietzsche vantait Napoléon, qui avait imposé cette idée d'un pouvoir qui était sans cesse en devenir. Oui, mais vous voyez, le problème, c'est que si vous dites c'est le pouvoir des meilleurs, on renvient encore à la question de la rotation des élites ou de la circulation des élites, c'est-à-dire que l'aristocratie, c'est celui qui finalement se conforme après sa propre norme et qui, dans le champ d'exercice de son pouvoir ou de sa profession, fait état de ce qu'il y a de meilleur en lui. Est-ce que ce qu'il y a de meilleur en lui, ça n'est pas aussi corrélé à la profession qu'il exerce et qui peut être tout à fait corruptrice? Pour passer à d'autres mots, d'autres concepts, sinon on va parler d'aristocratie. Enfin, fondamentalement, ça va être notre capacité à en sécréter de nouvelles qui va être intéressante. Surtout si on veut pas justement commenter la tradition comme une espèce de musée sous cloche. Quelle est notre capacité à sécréter une nouvelle aristocratie? C'est possible, c'est en nous. Je me tourne vers Raphaël Aima, une fois n'est pas coutume, il est de nouveau à la capitale, il est monté à la capitale. C'est beau, hein? Ça vous plaît? Je crois que je vais finir dans la Seine, mais... Bon, alors à vous la parole, Raphaël, pour ces perspectives identitaires. Bonsoir à tous. Alors, on a eu une discussion de haut vol, une discussion philosophique. On est allé explorer des concepts. Et moi qui suis un jeune de 22 ans, j'ai voulu me poser la question, mais c'est comment est-ce qu'on vit la tradition justement au quotidien aujourd'hui? Parce que on a des discussions dans des studios de radio, dans des salons d'intellectuels, mais dans des bistrots aussi. Voilà, dans des bistrots aussi. L'aristocratie du bistrot au final peut-être. Et moi je voulais vraiment me poser cette question, comment vivre la tradition quand on a 22 ans aujourd'hui? Donc Frédéric Mistral, artisan de la renaissance poétique et culturelle provençale, disait « Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent le plus haut ». Le retour à la tradition est une marotte de notre famille politique. En rupture avec le progressisme, tout autant qu'avec le conservatisme, nous invoquons la tradition comme un pilier, inamovible dans l'espace comme dans le temps, et qui constituerait selon nous l'ordre face au chaos ambiant. Dans ma vie quotidienne, je suis confronté tous les jours à la notion de tradition. Premièrement, comme je le disais, en tant que moderne, perdu comme ceux de ma génération dans une époque où la perte de sens s'est faite norme. Deuxièmement, par mes racines. Provençal, je viens d'une terre au particularisme fort, dont la défense des traditions, précisément, est un combat quotidien qui mobilise un certain nombre d'acteurs. J'évoquais dans mon introduction Frédéric Mistral. Toute son œuvre, toute sa lutte, poétique, identitaire, culturelle, se mettait au service de la préservation d'une tradition. C'est le moteur qui le pousse même à fonder le Félibrige, l'association de défense de ce patrimoine mémorial latin, et dont l'action vise encore aujourd'hui à transmettre et pérenniser non seulement la langue provençale, mais aussi les particuliers de Provence. À Arles ou en Camargue, on y défend la tauromachie et la bouvine face à ceux qui voudraient la déconstruire.
À Aix-en-Provence, les feux de la Saint-Jean. À Mayenne, la nation gardienne, chaque année, rend un hommage à Mistral. Ainsi, jeune, j'ai grandi dans un pays qui voulait précisément être et durer. 2 verbes que j'établirais, selon moi, comme des piliers de ce que la tradition incarne. Être et durer, c'est la différence fondamentale de la tradition avec le conservatisme. Le conservatisme poussiéreux fige le passé dans un nostalgisme incapacitant. Il conserve, mais par réflexe pavlovien. À la manière de celui qui s'accroche à de vieilles affaires par principe, le conservatisme est une attitude instinctive qui s'écrase face à un progressisme plus dynamique, agressif, efficace, au final vitaliste. La tradition, elle, s'incarne dans la nécessité d'inscrire l'être, l'essence, la spécificité, on le disait, dans le temps, dans la durée. La tradition et sa dépense ne peuvent alors pas se dissocier de la notion du populaire. C'est ce qui trace la frontière entre le folklore pittoresque, passéiste et la tradition vivante, enracinée. Nous voulons une tradition vivante, une tradition des peuples et pas une tradition, justement, je le disais, d'intellectuels de salon. Nous voulons les processions corses, nous voulons les férias, nous voulons les feux de la Saint-Jean, les bals de village, les fêtes populaires, les rites qui rythmaient avant la vie des hommes et des bourgs. Nous voulons vivre la tradition, nous voulons retrouver le sens. Nous voulons, selon la citation, porter la flamme et non pas vénérer la cendre. Face à la crise de l'identité, la seule solution, c'est d'opposer précisément la tradition. Notre combat n'est pas celui du passé, à l'image des conservateurs, il est celui de l'intemporel. Bravo, superbe. Arnaud Gouvier-Janin sanctifie. Faites le geste, sinon alors, ça compte pas. On pourrait avoir un débat sur les férias et sur les corridas, mais ça nous emmènerait bien loin et ça n'est pas forcément non plus le débat d'aujourd'hui. Vous voulez pas déconstruire les férias, tout de même. Je suis pas très favorable aux corridas et aux férias. C'est votre avis, c'est la tradition. Étant trop amoureux des animaux et trop bienveillant à leur égard. Enfin, ça nous emmènerait bien loin. Je ne suis pas pour l'éradication des forcenés que sont ceux qui contemplent évidemment la corrida. Il y aurait peut-être discussion et matière à pouvoir s'en entretenir. Ce qui est intéressant quand même dans les férias et la corrida, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si c'est extrêmement ritualisé, c'est un des derniers espaces de confrontation de l'homme à des bêtes fauves, à des bêtes sauvages. Sinon, à quel moment nous confrontons-nous à la nature sauvage? Oui, mais moi j'ai, si vous voulez, une dilection plus pour les bêtes sauvages que pour ceux qui les tuent. Donc j'ai tendance effectivement à ne pas me reconnaître dans un sport, et c'est pour ça que quand vous parlez c'est pas un sport justement, et précisément, de tradition. Précisément, je crois que c'est la question de la corrida est tout à fait pertinente pour justement évoquer la question de la tradition. On disait que la déconnexion culturelle de nos contemporains avec le monde de la tradition faisait qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, ils ne pouvaient presque pas le conceptualiser. Je crois que ce qui se joue avec la corrida, c'est précisément ça. Hein. Non, mais j'ai bien compris que la corrida était un véhicule de l'enracinement local et de l'enracinement en général, et que c'est en passant notamment par ce moyen ou ce véhicule naturel, pas du tout instrumentalisé ou utilitarisé comme vous pourriez éventuellement l'imaginer quand vous m'entendez. Ça n'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'on peut avoir des réticences sur le plan humain, dans son idiosyncrasie, dans son équation personnelle. On peut ne pas aimer particulièrement cela, tout en reconnaissant qu'effectivement, ça a un enracinement ethnique, historique et identitaire évident. Évident, oui. Maintenant, il y a 2 citations que je voudrais faire, parce que je pense qu'elle répond un tout petit peu à ce que vous disiez, elle fait écho à ce que vous disiez entre tradition d'un côté et conservatisme éthéré de l'autre. La phrase de Charles Maurras, la tradition est d'abord critique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accepter toute la tradition de tout ce qu'il y a eu avant, mais de discerner le bon du mauvais. Il ne s'agit pas de concerner toutes les traditions. Encore faut-il voir ce que ces traditions charrient et comment elles sont aimantées par la spiritualité, en ce qui me concerne chrétienne, mais ça peut être vu par quelqu'un qui a une vision plus humaine ou moins spirituelle. Ça sera toujours cette question-là qui se posera. Et de l'autre côté, cette citation de Jean Cocteau, la tradition est un musée qui marche. C'est-à-dire que il n'est pas fixiste, il n'est pas figé, il n'est pas muséifié, il est en ordre et il s'inspire du passé pour aller vers l'avenir. Bien sûr, mais je crois que l'attitude de muséographier la tradition, c'est plutôt une attitude de conservateur précisément. Hein. C'est les conservateurs qui refusent de faire le tri. Là-dessus, il y a vraiment un consensus. Et Dominique Vénère, puisqu'on a eu les citations, disait la tradition, ce n'est pas le passé, c'est ce qui ne passe pas. Voilà. Donc c'est finalement les permanences. J'ai parlé d'archaïsme.
Maintenant, il faut sortir quand même la machine à gratter pour retrouver... Parce que finalement, la tradition, ce ne sont pas que des traditions culturelles, c'est aussi des attitudes mentales. C'est un type d'homme, c'est un rapport au cosmos, c'est un rapport à la Terre, c'est un rapport aussi aux animaux. Je pense que, désolé d'insister, mais je pense que quelqu'un qui est dans une arène, sa confrontation à l'animal, même si ça peut paraître sauvage, est plus conforme à la nature et plus conforme à la spiritualité que celle du consommateur qui mange de la viande mise sous barquette plastique. Quand vous opposez les deux, on ne peut pas s'empêcher de faire... Je caricature. On ne peut pas Je suis animateur, j'ai le droit. On ne peut pas faire abstraction du fameux mot de Jean Cau, mieux vaut taureau mort que bœuf vivant. Bien sûr, mais on n'est peut-être pas obligé de choisir non plus. Alors, je vous voyais, Arnaud Guyot-Janin, Olivier Battistini, si vraiment vous voulez intervenir, vous êtes chez vous, hein, c'est votre maison, le studio de Radio Courtoisie. À propos du fauve, j'ai une citation de Nietzsche à propos de l'aristocratie. Nietzsche qui dit qu'au fond des races aristocratiques, il y a le fauve. C'est pour ça que j'ai apprécié ce qu'a dit votre animateur. Il y a le fauve, la superbe brute blonde, avide de proie et de victoire. Et Nietzsche ajoute, il faut que le fauve sorte, retourne à son pays sauvage. Et ça me fait penser, bien sûr, à la Dolonie et à l'Aristéia et dans l'Iliade. Mais, et je vous laisse la parole immédiatement, je voulais juste dire, encore une fois, qu'il m'est indifférent de ne pas être moderne, et j'ai l'impression que la modernité a fait son temps, comme le dit Maffezoli dans son livre « Être postmoderne ». Et le temps d'à présent, de Walter Benjamin par exemple, ou l'instant éternel, le mythe de l'éternel retour, le hic et nunc, la notion même d'événement, voilà des choses qui peuvent nous faire réfléchir et surtout ne pas nous faire passer pour des conservateurs, des réactionnaires. Ce n'est pas parce que je nie la force des Lumières et que je n'aime pas le progrès et les idées dites avancées, et que je n'aime pas comment dirais-je, la raison raisonnante, cette raison triste des philosophes tristes du XVIIIe siècle. Je préfère le logos, dont le mot est double, qui à la fois dit l'émerveillement devant la beauté du monde et la possibilité qu'il soit infini. Empédocle versait des larmes rien qu'en pensant à cela. Et c'est cette même parole qui recueille du sens et qui n'a rien à voir avec la triste ratio qui vient d'un concept romain que Cicéron a imposé. Cette parole qui recueille du sens, qui dit la beauté du monde et qui propose des interprétations multiples pour concevoir l'origine du monde. Ça, c'est ce que je conçois dans mon rapport à la tradition. Alors le multiple, c'est vrai que les pluriels sont relativement absents de vos livres, parce que vous parlez de la vérité. Non, je parle de l'un et du multiple, l'unité spirituelle et politique en haut, la multiplicité ethnique et culturelle en bas. C'est d'ailleurs la fondation de l'Empire européen et de la France avec l'unité politique en haut et les libertés en bas. Le point de vue de la vérité, vous savez, il s'accorde quand même à la Sainte Trinité, il s'accorde à la communion des saints, donc il n'est pas uniquement lié à une unité uniformisatrice qui pourrait être préjudiciable au christianisme et aux peuples qui en sont issus. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez à propos de la capacité que nous avions de remettre en piste, si j'ose dire, la tradition aujourd'hui en décolonisant notre imaginaire symbolique, de la consommation, de la production, de toutes les formes infectes que la modernité et la postmodernité mettent de plus en plus en avant dans l'existence des peuples. Ça va pas être commode parce qu'il y a un tel assujettissement, une telle soumission, une telle colonisation précisément de cet imaginaire symbolique qui va être extrêmement difficile de pouvoir essayer d'extirper cela. Je crois que ça ne peut se faire que de manière spirituelle, de manière locale
et enraciné, sans jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en prenant la France et l'Europe comme étant aussi les réceptacles qui doivent être redynamisés dans leur dimension intégrale, dans leur dimension une et diverse, face au jacobinisme centralisateur d'un côté et au mondialisme américano-centré de l'autre. Tout à fait. Renaud Camus, excusez-moi, Olivier Battistini parle de fossile. C'est un concept qu'il a essayé d'imposer. Il les manie d'ailleurs beaucoup, les concepts, et avec succès, puisqu'il arrive à les imposer. Faux sacré, fausse aristocratie, faux peuple. En fait, il explique que tout est faux, et ça répond un petit peu... Alors, c'est pas la réponse, c'est une autre manière de traiter le sujet modernité-tradition, mais finalement, il dit tout est faux. Comment retrouver des vérités, de la vérité, de la réalité quand tout est faux, quand Apple mime le sacré en présentant un iPhone, on voit tout à fait cette image. Il y a quand même des millions de gens qui sont en extase devant un faux prêtre, finalement. On est passé d'une étape de la solidification du monde dont parle René Guénon à la liquidation du monde, à la falsification du monde, à la dissolution du monde, qui n'est plus simplement une solidification, je dirais, temporelle, mais une liquidation aux deux sens du terme, un monde de plus en plus liquide, de plus en plus homogène, de plus en plus immédiat, où tout est jetable, où il n'y a plus véritablement de repères structurants solides. Et puis de l'autre, la liquidation totale d'une civilisation et d'un être profond qui sont présents dans la civilisation depuis des millénaires. Donc cette inversion des valeurs traditionnelles vont être très difficiles parce qu'elles doivent être remises en cause sur un plan, je pense, plus spirituel que politique à proprement parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut déserter le champ social, ça ne veut pas dire qu'il faut pas déserter le champ écologique et plein d'autres champs. Mais seule, à mon sens, une spiritualité hantée sur une tradition sacrée qui permette au peuple de se régénérer face au matérialisme amnésique et à la colonisation de notre imaginaire symbolique peut encore avoir peut-être quelque chance de pouvoir éventuellement essaimer. Un vieux païen comme moi boit vos paroles, je suis tout à fait d'accord. Mais j'en ai vu d'autres de vous tout à l'heure. Alors, comme nous allons devoir passer aux chroniques et à la seconde partie de l'émission, je voulais quand même laisser la parole, excusez-moi Olivier Battistini, j'aurai le plaisir de vous recevoir en studio, hein. Quand on est à distance c'est toujours un peu plus compliqué. Laisser la parole à Arnaud Guyot-Janin, que je voyais refeuilleter son propre livre avant l'émission, parce qu'il est studieux. Est-ce qu'il y a un mot qui vous semble important dans cet abécédaire, ou soit pour lequel vous avez changé finalement d'avis, soit pour lequel vous pensez avoir vu juste avant les autres d'une certaine façon? Alors je vais mettre les pieds dans le plat. Je pense que un chapitre dans mon livre est évoqué qui me semble très intéressant parce que mon livre s'adresse quand même à des gens qui globalement font partie de ce qu'on pourrait appeler la droite radicale, la nouvelle droite, la droite intégrale, enfin, bref. C'est la question Je connais pas. C'est la question de l'immigration. Oui. Il est très difficile aujourd'hui dans les milieux de droite d'avoir un point de vue un peu dissonant du point de vue classique de la droite, soit dans son versant assimilationniste et républicain, soit dans son versant remigrationniste et expulsif, soit dans son point de vue plus différentialiste et identitaire, sachant que les identités des immigrés ne peuvent exister, ne peuvent être compris que si elles sont minoritaires, que si elles ne s'assimilent pas aux lois du fric et aux lois de la publicité Nike la France, des talibans lieusaards à des islamo-racailles. C'est ça qui, à mon avis, nous menace aujourd'hui. Ce ne sont pas les musulmans qui sont traditionnels, qui ont encore des repères moraux, des rapports familiaux, des rapports encore culturels, qui sont d'ailleurs assez minoritaires dans la... Oui, mais qui ne sont pas sur leur terre. Oui, mais comment allez-vous les renvoyer chez eux? J'ai plein d'idées. Ah, vous avez plein d'idées, mais c'est volontariste ce que vous dites. Ah non, parce qu'ils sont certains ont aussi envie de rentrer chez eux. Ils sont malheureux. Alors ceux qui peuvent rentrer chez eux rentreront chez eux s'ils ont la possibilité de le faire dans des conditions décentes, mais dignes. Mais je crains que malheureusement les grandes dynamiques, ça soit les dynamiques que j'ai indiquées,
assimilationnisme républicain qui me paraît ni souhaitable ni possible, remigration possible dans une certaine mesure, mais qui me paraît impossible dans la plus grande mesure, et intégration communautaire subordonnée à une loi commune, qui est la loi tout simplement de la société, où les particularismes communautaires peuvent exister, mais à condition qu'ils soient transcendés par la règle commune. Après, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut sur l'immigration et l'islam. Je pense qu'un certain islam traditionnel, je dis bien traditionnel, peut être un véhicule contre la décadence matérialiste, consumériste, pour les musulmans traditionnels et populaires, qui ont encore, sur la question de l'avortement, sur la question de la famille, sur la question des communautés, sur la question de la morale, etc., encore des valeurs qui sont pas tout à fait éloignées des Européens traditionnels, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas couper les subventions et qu'il faut pas, surtout pour le regroupement familial, laisser le regroupement familial en l'état. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas procéder à une expulsion des immigrés clandestins, illégaux et qui se comportent mal sur le territoire français, arrêter les naturalisations abusives ou de fraîche date qui ne veulent rien dire aussi, qui doivent donc procéder à un retour au pays. Inverser le flux des migratoires, ça veut dire aussi ne plus faire en sorte que de nouveaux immigrés arrivent présents dans le pays, mais il restera encore combien de millions d'immigrés? Alors, il faudrait qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on pourrait continuer la discussion. Le problème, c'est que j'ai l'impression que vous parlez un peu comme un anthropologue qui constate qu'il y a des peuples qui vivent encore leur tradition. C'est formidable. Non, c'est plus compliqué que ça, c'est hybride. On ne peut pas importer des peuples entiers. C'est ce qui non, se fait mais attendez, sur Romain, notre propre terre. vous avez vous-même conscience que des Européens, des Français, même identitaires, sont eux-mêmes un peu hybrides parce qu'ils vivent dans un monde moderne dont ils ne peuvent pas complètement s'émanciper sur le plan culturel, etc. Vous ne pouvez pas non plus demander des immigrés qui vivent en France, qui sont plus déracinés encore que vous, d'être encore plus purs et encore plus moraux qu'ils ne le sont présents dans la société française. Mais ils ont encore, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont encore un enracinement solide que beaucoup de Français, malheureusement, n'ont pas, et que beaucoup d'immigrés n'ont pas non plus. Les racines, ça se plante dans une terre. Et en l'occurrence, c'est la nôtre, donc on a un problème. Il faudra que vous disiez comment sur 8 millions d'immigrés extra-européens, vous voulez renvoyer la plupart de ceux qui sont naturalisés français. Non, mais ça, c'est une question technique et politique. Ah non, j'ai pas dit que c'était simple. Bon. Ça va nous de toute façon, c'est un débat sans fin. Voilà. Je vous remercie Arnaud Guyet-Janin. Vous restez avec nous. Olivier Battistini, vous pouvez rester en visio, mais vous ne pouvez plus prendre la parole. Mais vous pouvez écouter. Dommage, j'aurais aimé dire un mot à propos de ce qui vient d'être dit. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. C'est la dure loi de la radio. L'émission va très vite. Après le petit générique, nous nous retrouvons pour la chronique Autour d'un verre. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. C'est notre rendez-vous poétique. Nous retrouvons Gabrielle Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Cinquiaux, qui est sur la route actuellement en Auvergne. Elle nous fait signe et nous l'embrassons. Ce rendez-vous poétique autour d'un verre avec cette discussion entre Frédéric et Romain. Être parent, la plus vieille tradition du monde. Depuis que ce jeune être est sorti de mes os, fendant les vagues claires, guidant l'heureux vaisseau, je ne cesse d'entendre au sujet de son âme des conseils, des avis, des jugements, des blâmes, des voix contradictoires, des ordres, des hommages, des compliments et des critiques sans partage. J'ai beau cacher mon cœur avec un peu de laine, ces commentaires froids au parfum de géhenne le percent de leurs flèches et le souillent de sang. Autrui devine et juge, puis condamne au carcan. Ma belle Frédéric, prenez de la distance. Avec ces gens zélés aux vues sans importance, au tout premier des hommes, il n'a été transmis de l'éducation, la règle et son esprit. Au plus profond de vous réside votre instinct. Suivez-le comme un pèlerin son saint chemin. Et d'or ce que vous faites. N'en doutez plus jamais. Vous faites le meilleur, en illustre vos traits. Émoussez les passions qui aliènent nos proches, débitant des sornettes à la moindre anicroche. Vous vivez aux côtés de notre chérubin. Vous êtes à l'écoute des primaires besoins. Il ne souffre du froid, d'être seul, de la faim. Vous le couvrez de soie, de baisers, de vos seins. Croyez-moi, je vous parle sans circonlocution.
Ce petit est au cœur de vos méditations. Il ne saurait souffrir que d'un quelconque abandon, tant il est le principe de toutes vos actions. L'objet de vos tourments, le sujet de vos craintes, depuis le premier jour quand vous fûtes enceinte. Votre verbe romain me caresse le cœur. Je chéris votre esprit supportant mes humeurs et bénis la rencontre de nos deux âmes sœurs. Comment vivre sans vous? Je crois bien que je pleure. Nul besoin de verser des larmes pour si peu. Réjouissons-nous vite des actions de ces preux qui nous invitent à vivre, protégés par les cieux, la parentalité comme des bienheureux. Ils savent respecter, entre vous et les leurs, la distance requise propre au canon d'un cœur. Animés par la foi, la joie et l'ouverture, jouant la mélodie sans appoggiature, d'une existence pleinement libre et folâtre, dont on envie le jeu jaillissant d'un théâtre. Votre verbe se loue, votre verbe se chante, vos sens sont les vertus des plantes émollientes. Vos mots chassent mes doutes, j'imprime votre psalme. Vous écoutez me sauve, je retrouve mon calme. Pour vous aimer longtemps, je me suis tôt mariée. Pour n'être jamais seuls, nos cœurs ont enfanté. Vivons cette aventure dans notre intimité, ne laissons que les dieux de grâce nous guider. Merci à Gabriel Fouquet qui interprétait les poèmes de Frédéric de Saint-Ciox. Pierre Leprince, je me tourne vers vous pour notre deuxième chronique musicale. Oui, tout à fait. Alors pour ce second interlude, c'est plutôt le ciel gris de ces derniers jours qui m'a inspiré, puisque nous partons en Biélorussie, à Minsk plus précisément, pour découvrir l'univers froid, sombre et paradoxalement dansant du groupe Molchat Doma, que l'on peut traduire littéralement par les maisons silencieuses, et qui pratique une musique à la croisée de différents styles comme la cold wave ou le post-punk. Leur renommée relative en Occident est due à l'emploi d'une de leurs chansons sur le réseau préféré des jeunes mais détesté des profs et des parents, le fameux TikTok. Nous écoutons donc le morceau Tosca tiré de l'album Etage. Been
Nous revoilà dans le studio et en visio avec Thomas Ferrier, européiste identitaire, assumé, revendiqué, historien politologue, que je suis ravi d'avoir donc dans cette émission Vive la civilisation européenne, puisque il y avait hier des élections européennes. Pas qu'en France, vous avez entendu beaucoup de journalistes, et d'ailleurs si vous êtes allé au bistrot, vous avez entendu les commentaires sur les manœuvres en cours. Là, on tombe un petit peu dans la politique aérie pour ce qui concerne la France. Et je voulais absolument, avec quelqu'un qui connaît bien les partis, qui connaît aussi les dynamiques politiques à l'œuvre partout en Europe, avoir un aperçu des tendances et des résultats. Thomas, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends bien. Bon, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, nous ne parlons pas de la France. Peut-être on peut faire un petit tour d'horizon en commençant par nos voisins. Je crois que du côté de l'Allemagne, avec donc l'AfD, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est des résultats ? Oui, alors les sondages donnaient il y a quelques mois l'AfD au-dessus de 20%, et puis une série de scandales plus ou moins artificiels manœuvrés par les médias l'ont fait baisser. Donc le résultat, c'est 15,9%, ce qui est bien en dessous de ce qu'ils espéraient au départ, mais c'est plus que le Parti social-démocrate, la SPD, qui est actuellement au pouvoir. Donc malgré tout, ils sont deuxième parti, derrière la CDU, donc la démocratie chrétienne, qui est à quasiment 30% des voix. Et c'est vraiment une punition pour la gauche. Alors il y a un parti anti-immigration de gauche, justement, Wagenknecht. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire ? Parce qu'elle essaye de reprendre des parts de marché, si j'ose dire, à l'AfD. Oui, elle est autour de 5,7 ou 5,8%. Donc c'est déjà pas mal pour une première candidature. Et surtout, elle a quasiment effacé un parti qui s'appelle Die Linke, donc la gauche, qui est à 2,8%. C'est-à-dire qu'il se prend une correction, une punition totale. Ouais, des Die Linke qui avait un petit peu les mêmes dérives que le mélenchonisme, qui avait choisi finalement le camp du wokisme. Vous confirmez ? Oui, alors. Oui, c'est pas à ce point-là, parce que oui, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent de LFI, mais oui, c'est une dérive. C'est l'ancien qui s'appelait PDS, c'est héritier du socialisme est-allemand, en fait, de ce qu'on appelait le SED à l'époque de la RDA. Et donc, là, c'est la fin de l'aventure pour ce parti, qui connaissait des succès relatifs auparavant. Donc on constate donc un succès de l'AfD. Je pense qu'il y a, pour tous ceux qui sont sur Twitter, vous avez vu passer cette carte incroyable où on voit que l'AfD est arrivé premier dans quasiment l'intégralité des circonscriptions de l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc là, on a une espèce de permanence qui s'est installée incroyable. Enfin, c'est choquant quand on voit la carte. J'ai eu Bénédicte Kaiser tout à l'heure, qui est un camarade allemand au téléphone de Junge Europa Verlag Sécession, qui me disait que la crise couvait à l'AfD. Oui, alors le problème, c'est que ça a été déclenché un petit peu par Marine Le Pen, qui a exclu l'AfD du groupe Identité et Démocratie à Strasbourg, sur le prétexte que la tête de liste, Maximilian Krah, posait problème, puisqu'effectivement, il a tenu un certain nombre de propos qui ne choquent pas, par exemple, leurs alliés autrichiens du FPE, mais qui choquent suffisamment Marine Le Pen, par exemple, lorsqu'il a déclaré que tous les SS n'étaient pas des criminels. Eh bien, ça, c'est suffisant pour une exclusion. Et d'ailleurs, l'AfD vient de l'exclure également du parti, lui interdisant de faire partie du groupe parlementaire qui pourrait être constitué. Donc, il est chassé un petit peu comme un malpropre, et tout ça, c'est voulu pour sans doute se rabibocher avec le RN. On le sacrifie en espérant que ça suffise à, entre guillemets, rabibocher les deux partis. Alors, justement, sur les grands partis, donc Démocratie, ID et ECR, c'est ça oui, voilà. Qu'est-ce que donnent les projections une fois qu'on fait l'ensemble des comptes de tous les pays européens ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on constate que les alliés du RN dans le groupe ID n'ont pas brillé particulièrement. La Lega, donc de Matteo Salvini, s'est effondrée, est tombée à 9%. Il y a un nouveau venu, Chega, donc le portugais, qui a fait 9 et quelques %, donc moins que ce qu'on pouvait espérer. Oui, sauf que Chega au Portugal, c'est quelque chose de spectaculaire, puisque avant il n'y avait pas de député. Ils avaient le seul député du animaliste d'Europe au Portugal, mais là Chega c'est quelque chose d'assez impressionnant, non ?
Oui, alors normalement, ils étaient annoncés à 15-16% dans les sondages. Oui, Donc, enfin, les peut-être sondages, c'est une chose. Là, on regarde la réalité des résultats. Bah, la réalité, c'est qu'ils vont faire rentrer quelques députés, effectivement, autour de 10% des voix. Donc, pour un début, c'est pas si mal. Par contre, les Tchèques d'un parti qui s'appelle SPD, hein, qui pourtant est de droite, se sont effondrés, ont perdu la moitié de leurs électeurs. Le parti du peuple danois, qui fait aussi partie de l'Antidémocratie, a également perdu presque la moitié de ses électeurs. Donc, le groupe Identité Démocratie, d'accord, n'est bas pas de l'aile. Voilà, il y a le Vlaams qui a réussi à être premier, ça c'est sûr. Le parti de Wilders aux Pays-Bas qui est deuxième, mais qui s'attendait à être premier. Et puis le FPÖ autrichien qui sort premier aussi, mais qui s'attendait à 30%. Ils sortent à 25,5%, ils restent premiers, mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient. Mais eux sont un petit peu renforcés. Donc le groupe Identité et Démocratie, du fait que le RN est quand même le gros groupe en son sein, va se retrouver autour de 75 députés à peu près, quelque chose comme ça. Et vous oubliez Vox. Ils sont pas Identité Démocratie. Ils sont ECR. Ah oui, pardon. Voilà, ils sont dans l'autre famille. C'est ça. Dans l'autre famille. Alors l'autre famille, elle, donc c'est Mélanie qui arrive premier. Alors je crois qu'il y a une autre femme, c'est le leader du Parti démocrate, Eli en Italie. Enfin, ils sont avec Mélanie, elles ont fait égalité, il me semble, en Italie, à 24%. Alors, il n'y a pas d'égalité. Fratelli Italia sort largement en tête. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Non, sort largement en tête avec presque 28% des voix, presque 29% des voix. Non, il n'y a pas d'égalité. Les autres sont bien derrière. Alors, évidemment, pour la coalition ECR, bien aussi, ça n'a pas été les succès escomptés dans ce pays. Donc, Vox reste autour de 10%, ce qui est à peu près sa cote actuelle, sans surprise. Les démocrates suédois ont fait une très grosse contre-performance. Ils sont à 13,2, ils étaient attendus à plus de 20. Les vrais Finlandais, parti qui s'appelle Perussuomalaiset, font 7,2, alors qu'ils étaient à 20% aux élections législatives. Donc là, c'est une très grosse contre-performance dans les pays scandinaves. Ensuite, bien évidemment, en Pologne, le parti donc Prawo, je crois que c'est Droit et Justice. Le donc PiS. ça, c'est un gros morceau. Voilà, le PiS fait à peu près 34%, donc ils sont juste derrière le parti libéral de Donald Tusk. Donc là, c'est un gros score, mais c'était prévisible. Hein, c'est un parti qui compte, qui pèse. Après, il y a un parti grec qui s'appelle Solution Grecque, qui a fait 9,5%. Bon, ça pèse peu en nombre de sièges, mais c'est toujours ça. Il y a le KRE estonienne, qui a fait 15% à peu près. Donc c'est un parti de droite conservatrice assez nationaliste quand même. Il y a un autre parti qui s'appelle LNKK, Tout pour la patrie LNKK, c'est letton. Ils font 22%, ils sont deuxièmes. Donc ça, là aussi, ça ramène pas beaucoup de sièges, mais c'est un bon pourcentage de résultats. Donc comment la Chambre, elle va se dessiner comment? Quelles vont être les proportions? À peu près, on va voir, c'est à peu près 75 députés ID, on va à peu près avoir 90 députés, donc c'est ECR ou CRE, avec notamment, bien sûr, les 5 élus de Reconquête, plus les 24 élus de Fratelli Italia, plus tout ce qui se cumule. Voilà. Et ces deux groupes vont continuer la prochaine mandature comme ça, ou il peut y avoir des recompositions finalement? Alors, la recomposition, ça va dépendre de l'acceptation ou pas de ceux qui actuellement ne sont plus dans ces groupes. Donc, est-ce que le groupe Identité et Démocratie va récupérer l'AfD ou pas? Suite au sacrifice, si on peut dire, de Kra, il y a des chances. Ensuite, il y a une question d'Orban. Orban et le Fidesz veulent rejoindre un groupe. Le problème, c'est que s'ils veulent rejoindre le groupe ECR, qui est plutôt celui qui est privilégié, ils sont coincés parce qu'il y a le parti roumain d'Alliance de l'Union des Roumains, qui est totalement opposé, qui fait partie de l'ECR, qui est totalement opposé. Les Suédois se vengent aussi parce qu'Orban a bloqué l'adhésion de la Suède à l'OTAN pendant un certain temps, etc. Donc, a priori, Orban va avoir beaucoup de mal à rejoindre le groupe ECR. Quant au groupe ID, il n'a pas tellement envie de le rejoindre, en fait, puisqu'il n'a pas envie de se retrouver associé à des partis comme la Lega et le RN, qui, d'un point de vue stratégique, le poserait question, parce qu'évidemment, il est dans une diplomatie assez fine, donc il ne veut pas s'associer non plus à trop sulfureux. Dans l'optique politique qu'on entend, le RN n'est pas tellement sulfureux, mais c'est ça l'idée. Dans les commentaires politiques qu'on pouvait voir en France, on entendait donc Marine Tondelier, qui est la responsable de Europe Écologie Les Verts, qui disait que en 2019, ils avaient été portés dans tous les pays par ce souci que les Verts portaient des questions climatiques, environnementales, d'écologie. Thématique qui a été absente de cette campagne. Est-ce qu'il y a
comme en 2019, on voit une thématique qui s'est imposée finalement et qui a surpassé les frontières nationales. C'est pas bien évident, parce que bien sûr la question migratoire existe, mais on a vu par exemple en Irlande, malgré les manifestations assez violentes d'ailleurs, qu'il n'y a absolument rien électoralement qui a poussé, hein, les scores de ces partis qui existent en Irlande sont très faibles. Alors, je crois qu'il y a quand même l'élection d'un eurodéputé indépendant anti-immigration, Malachy Stinson, qui a été un ancien du Workers' Party, donc qui était un parti marxiste irlandais, qui a eu un parcours assez curieux puisqu'il a basculé dans la critique de la crise migratoire et qui est pour une première fois dans un pays qui n'avait pas de représentation institutionnelle de candidats anti-immigration élu. D'accord. En Irlande. J'ai pas vu celui-ci parce que j'ai regardé les partis qui sont de droite nationale. Oui. C'est un personnage atypique qui a été élu pour les partis qui s'appellent par exemple le Parti national, le Parti de l'indépendance ou autre ça. À Dublin, ils font tous réunis, ils font peut-être 4-5%, ce qui est pas si négligeable que ça. Mais c'est leur division qui les a. En revanche, il y a eu le Sinn Féin, donc la gauche au pouvoir en Irlande a été sanctionnée gravement par les manifestations, par l'effet des manifestations justement patriotes anti-immigration, puisque c'est tout simplement effondré au profil du centre droit local. Et d'ailleurs, les Irlandais qui étaient pas un pays qui était confronté à la question de la crise migratoire, ou en tout cas qui ne l'était pas de manière aussi prégnante que chez nous, c'est la première fois qu'ils ont mis la question de l'immigration comme le moteur conditionnant leur choix politique et leur vote, ce qui je crois est quelque chose d'assez significatif. Oui. Je reviens sans qu'un parti identifié en profite. Je reviens sur l'Italie. Je discutais avec Adriano Cianca, que nous avons déjà reçu dans cette émission, le camarade Cianca, comme on l'appelle, qui me disait qu'il notait donc, dans son analyse des élections en Italie que les Italiens qui avaient peur de la guerre entre l'OTAN et la Russie qui se passe en Ukraine, donc en Europe, s'étaient pourtant détournés des partis pacifistes, qui appelaient à des solutions pacifistes et diplomatiques au profit plutôt de partis bellicistes. Est-ce que cette analyse donc propre à l'Italie, on la retrouve? Est-ce que finalement la guerre entre l'Ukraine et la Russie a été un sujet pour le vote partout en Europe? Alors, partout en Europe, non. Par contre, en Europe centrale, oui. Et en Scandinavie. Alors, visiblement, dans le cas de la Finlande, de la Suède et des Pays-Baltes, par exemple, ça a joué. D'accord, parce que quelles sont les positions des vrais Finlandais qui se sont écroulés à 7% sur ces questions de guerre? Ils étaient plutôt favorables aux Russes de manière évidemment prudente, bien entendu, mais ils avaient une image un petit peu pro-russe. Pareil, par exemple, avec l'AfD. Une des raisons d'une performance, minimalisée, c'est aussi qu'ils sont considérés comme très pro-russes. Mais par exemple, en Autriche, ça n'a pas du tout joué. Le FPE est historiquement pro-russe, mais ça n'a pas du tout freiné sa dynamique. Donc finalement, après ce tour d'horizon, c'était rapide, hein, Thomas Ferrier, on aura le temps, d'ailleurs ceux qui sont intéressés peuvent vous suivre, ils peuvent suivre les analyses de Lionel Ballan aussi, qui sont toujours très intéressantes. On note un affaissement finalement de la droite identitaire, patriote par-delà l'Europe. On sent une sorte de déception quand vous commentez les chiffres. C'est-à-dire qu'il y avait les annonces et puis il y a les résultats. Mais parce que vous croyez au sondage alors, c'est incroyable ça. Dans le cas français, ils n'étaient pas si loin de la réalité, donc c'est pas totalement absurde. Après, il y a les votes de dernière minute. Le fait est que il y a aussi les élections législatives antérieures qui pouvaient être une base de données. Bien sûr, c'est pas la même élection. Mais ça montre un petit peu une part de la population qui se retrouve dans un parti. Wilders, par exemple, est sorti avec près de 24% des voix aux législatives. Là, il sort avec 17%. Bon, c'est pas déshonorant, hein, mais c'est pas ce qu'on attendait. En Suède, ils étaient à 20-21%. En Finlande, pareil. Là, ils tombent à 13% ou même 8%, moins de 8%. Donc oui, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Le raz-de-marée n'a pas eu lieu. Peut-être parce qu'il a été annoncé, justement. Peut-être parce que tous les médias commençaient à hurler que la droite nationaliste allait tout renverser, et visiblement ça a modifié les choses. Et puis il y a la participation, c'est une donnée aussi, la participation
des classes populaires, ça joue en faveur des partis de droite nationalistes. S'ils se mobilisent moins à une élection qui est un peu atypique, eh bien, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que dans l'intention des gens, ils étaient à ces indications-là, 20% et autres, mais seulement si leurs électeurs ne se déplacent pas, statistiquement, ça les fait baisser. Donc il y a aussi cela. Et si on peut prendre juste le cas français, il est évident que contrairement à ce qu'on croit, le score du RN est considérable dans le sens où les couches populaires qui votent plutôt pour le RN ne se sont pas tellement déplacées. On voit bien que, je pense au niveau européen, il y a ça, c'est que c'est quand même une participation qui est assez médiocre de manière générale, même si elle a progressé par rapport à 2019, on est sur des 55-60% maximum des électeurs. Il y a quand même 51% d'ouvriers qui ont voté pour le Rassemblement national. Oui, des ouvriers qui sont allés voter, oui. Tout à fait. Alors, le sujet, ce ne sont pas les élections en France. Merci pour cet éclairage. Voilà, merci beaucoup pour ce tour d'horizon en Europe. Donc, c'est très éclairant parce que en France, et d'ailleurs c'est un peu un réflexe de tous les pays, on connaît très mal ce qui se passe au-delà de nos frontières. Ça me paraît quand même le minimum de s'intéresser à ce qui se passe en Europe. Je rappelle également, chers auditeurs, que la politique, ça commence le lendemain des élections. Quand il faut s'occuper de sa famille, quand il faut s'occuper de sa rue, quand il faut s'occuper de sa famille, de son village. Donc j'invite tout le monde à pas trop se bercer d'illusions sur les élections. C'est un moment important, il faut le jouer à plein, mais prenez aussi votre part en dehors des élections. Je vous remercie et je vous dis à dans un mois. Merci. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.